Bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. La classe citoyenne, un programme du service de l'information en collaboration avec le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous nous intéressons sur ce numéro au concept d'État, d'État-nation et de nation. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. La classe citoyenne reçoit Florent Agbemandon. Il est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi et auditeur de master de recherche en droit de la personne et démocratie à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. Florent Agbemandon, bonjour. Bonjour Marie-Léa. Classe citoyenne, l'éveil du mois, citoyen. Nous recevons donc Florent Agbemandon. Nous discutons avec lui de l'État-nation, de la nation. Et justement, Florent Agbemandon, parlant de population, l'État, a priori, ne se résume-t-il pas comme aussi une collectivité humaine? Évidemment, Marie-Léa, il ne saurait y avoir d'État sans population, de même qu'un État disparaît si toute sa population est migrante ou disparate. L'État ne peut exister sans une population, car le pouvoir de contrainte dont dispose l'État ne peut que s'appliquer à un groupe humain qui, pendant longtemps, a été considéré comme une nation. Il y aurait donc une distinction entre État, nation, État-nation. Ce sont des concepts qui créent toujours des discussions enrichissantes. Et la notion de nation est nécessairement excluante à certains égards. Au moment où éclate la guerre de 1869, plusieurs intellectuels allemands ont justifié la prétention de la Prusse à revendiquer l'Alsace-Lorraine au vu de la population, de la langue et de l'ethnie. Et la conception culturiste provoque la riposte immédiate des historiens français qui cherchent à contrecarrer les revendications de l'impérialisme prussien. Ainsi, pour clarifier le thème la nation, les uns mettent en avant des critères objectifs, les origines, la langue, la religion, la culture et une histoire commune à un groupe humain, mais les autres privilégient une composante volontariste qu'est la libre décision d'individus choisissant de s'associer pour un destin collectif commun. C'est la raison pour laquelle le français Renan déclarait que la nation est un vouloir vivre collectif. Mais nation et État se coïncident finalement. La nation est un concept politique et l'État est un concept juridique. La nation est une réalité, alors que l'État, je l'ai dit au départ à l'entame de mes propos, l'État est abstrait, d'autant plus que la nation se prolonge dans l'idée que véhicule la patrie. À titre illustratif, on ne donne pas sa vie pour l'État, mais pour la nation. Classe citoyenne, liberté individuelle et publique. Et quelles sont les conceptions autour de la nation? Il en existe fondamentalement deux, à savoir la conception élective de la nation et la conception essentialiste de la nation. Quand vous prenez la conception élective de la nation, elle met majoritairement l'accent sur la volonté de vivre ensemble et sur le sentiment d'appartenance à la nation, quelles que soient les origines ethniques ou culturelles de ses membres. Et l'appartenance à la nation se fonde sur une adhésion volontaire, c'est-à-dire qu'elle résulte d'un contrat. L'acquisition de la nationalité est supposée reposer sur la volonté d'intégrer la nation et non pas seulement sur le droit du sang. La conception élective est donc souvent appelée la conception française de la nation. Et il y a d'autres conceptions, donc celle essentialiste de la nation qui repose par exemple sur la croyance dans le fait qu'il existe une essence nationale qui peut être repérée grâce à des critères comme la langue et d'autres critères. Oui, exactement. Et en dehors de la langue que vous aviez citée, je peux ajouter la culture, le partage d'ancêtres, le partage des caractéristiques physiques. Et l'appartenance à la nation ne relève plus d'un choix de l'individu,
mais des caractéristiques innées en lui. La nation est avant tout une communauté d'êtres humains qui partagent une même culture, qui ont un avenir commun. Et je m'en vais énoncer que Johann Herder contribue à faire émerger une conception allemande de la nation. Lui, il ne pense pas qu'on puisse envisager une communauté humaine en tant que telle. Et il développe à la suite une conception organiciste de la nation. Et qu'est-ce qu'il met en fait dans cette conception? Il dit que la providence divine aurait séparé géographiquement les hommes et les nations par des éléments irréductibles comme la langue, les goûts et les caractères. La nation apparaît alors comme une communauté naturelle reposant sur des bases culturelles ou ethniques. Et donc, il n'y a pas de critères qui permettent d'identifier ce qu'est la nation. La nation, elle est donc une notion subjective. Une communauté nationale n'existe que lorsqu'un groupe ressent subjectivement son appartenance à cette communauté. C'est ça. Et la formation d'une identité nationale n'est pas un processus spontané. Elle est le produit d'une lente construction historique et politique, Madame Marie-Léa. Classe citoyenne, l'éveil du moi citoyen. Mais est-ce qu'il y a une conception plus objective? Évidemment, je l'ai dit, il y avait deux conceptions. J'ai terminé avec la conception élective qui relève de la conception subjective. C'est vrai, cette conception objective, on peut la placer sous le signe d'un déterminisme, en ce sens qu'elle est la résultante d'éléments objectifs tels que l'ethnie, la race, le sol, le sang, la religion et la langue. Et auparavant, on se définissait les uns les autres par notre appartenance à une culture, à une religion, que par la nation. Et dès lors, la nation précédait l'État, mais pas toujours. Et aujourd'hui, on voit l'État précède la nation à cause de l'ignorance des liens ethniques et nationaux par la problématique soulevée par l'existence des frontières. Classe citoyenne, le droit de participer. Ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. Quid de la crise de l'État-nation à présent? Alors, depuis quelques années, le thème d'une crise de l'État est revenu à l'avant-scène au motif que l'État serait confronté au défi de la globalisation, de la mondialisation. L'État est une forme d'organisation politique parmi d'autres qui pourrait être remis en cause à l'avenir. Pourtant, les États sont constants malgré les crises. Sous cet angle, la disparition avancée risque d'être une nouvelle fois le fruit d'une mutation. Oui, et certains diront que l'État-nation n'est plus aujourd'hui la forme normale de l'État. Le modèle qu'il représente est contesté. Bon, c'est vrai, puisque de l'intérieur, beaucoup d'États-nations sont minés par l'affirmation des particularismes régionaux, linguistiques, religieux, voire ethniques, mettant en cause l'identité nationale. Et par un mouvement inverse, ces États voient leur capacité de décision limitée par la mondialisation dans les domaines macroéconomiques et financiers par exemple. Classe citoyenne, mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Et puis l'État est confronté aussi à plusieurs types de défis. Oui, justement, j'en ai évoqué un, la globalisation. En dehors de la globalisation, il faut ajouter, il y a l'européanisation et la décentralisation. Puisque l'État correspond à une forme d'organisation politique particulière qui est située dans l'histoire et qui évolue en fonction du temps. Et l'État-nation, c'est la forme d'État dont l'autorité politique s'exerce sur une population qui se reconnaît dans une appartenance commune et qui partage des affinités diverses, en particulier la langue. C'est une fusion entre les deux entités préalablement énoncées. Et on se pose la question de savoir si cette idéologie ou bien ce projet qu'on envisage de mettre en place l'État-nation ne crée-t-il pas la question des minorités. Alors, je vais continuer d'abord avec l'État, puisque l'État est caractérisé par sa capacité à contrôler un territoire et à y insérer un système juridique. Et au cours du XXe siècle, la capacité de l'État à maîtriser le territoire national a atteint des sommets. Oui, mais il y a aussi aujourd'hui des États qui perdent
en partie le contrôle des frontières. Cela est évident au sein de l'Union européenne avec l'espace Schengen. Et dans toutes les parties du monde, des collaborations régionales se sont mises en place dans le but d'instaurer un marché commun par des accords de libre-échange, ce qui suppose une forme de démantèlement partiel des frontières. Plus globalement, la notion de frontière a perdu de sa rigidité absolue avec le développement des échanges culturels et les moyens de communication. L'identité citoyenne, des droits, des responsabilités. Et puis, il y a aussi des États qui ont perdu le monopole normatif sur leur territoire. Et de plus en plus, on parle d'hétéronomie normative des États. Les États ne sont plus les seuls organes qui imposent des normes sur leur territoire. Des organisations internationales comme l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et le FMI, le Fonds monétaire international, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, imposent des règles douanières ou des règles financières aux États qui, en acceptant ces normes, perdent une partie de leur autonomie en matière économique. Et ce sont autant de défis de l'État. L'État a-t-il d'autres défis, Florent Agbemadon? Alors, Marie-Léa, les défis qui s'imposent aux États ne viennent pas seulement du supranational, mais aussi de l'infranational. L'État est déstabilisé par un double mouvement. Certains auteurs parlent d'un État devenu creux, évidé par l'euro, avec la globalisation et l'européanisation, ou le fait communautaire et les gouvernements régionaux. Les États seraient sans légitimité pour contrôler l'action des acteurs publics et privés. Et de la sorte, le pouvoir politique serait fragmenté. Le centralisme étatique n'existerait plus, puisque les centres politiques deviendraient nombreux. Cela remet progressivement en cause la capacité de l'État à jouer son rôle de centre politique. Et puis, il y a aussi qu'il a dit que les États ont longtemps été les seuls à avoir la capacité de mobiliser les ressources. Aujourd'hui, certaines firmes multinationales ont des budgets supérieurs à ceux des États. Elles sont en mesure de mobiliser plus de ressources que les États. Et les États ne sont plus les seuls à pouvoir mobiliser des ressources importantes. Il est juste de noter aussi le caractère impersonnel du pouvoir politique, dans la mesure où le fait que le pouvoir politique soit un pouvoir autonome et distinct des autres types de pouvoirs a toujours été en partie un mythe. Mais vous dites aussi qu'il ne faut pas sous-estimer la robustesse de l'État face à ces nouveaux défis. Ah, l'État est souverain. Il ne faut pas perdre de vue que les contraintes externes auxquelles les États contemporains se plient sont des contraintes consenties. Par exemple, les négociations à l'OMC sont intergouvernementales. La construction européenne est consentie par les États puisqu'elle est une histoire de négociation intergouvernementale. Il y a une large part de consentement. Par ailleurs, la capacité militaire reste très largement aux mains des États. Cela montre en réalité que les États ont encore la capacité de détenir les moyens de la violence légitime. Les identités régionales demeurent déterminées par l'appartenance à la nation. Classe citoyenne. Le droit de participer. Ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. Florent Agbemadon, on n'a pas évoqué les caractères juridiques de l'État. Cela n'existe pas? En tant que juriste de formation, les caractères juridiques de l'État existent. Et il y a deux caractères fondamentaux qui peuvent être relevés, à savoir la personnalité morale et la souveraineté. L'État est une société organisée et donc son pouvoir s'exerce à travers une organisation. L'État est donc une personne morale, un être fictif qui dispose de la capacité juridique applicable à des groupements d'individus poursuivant un intérêt légitime et d'autre part ce caractère symbolise l'existence de l'État à l'intérieur et la continuité de la communauté au-delà de la succession des individus qui la composent. Et nous sommes en train de tendre vers la fin de cet éclairage-là. Alors, pour conclure, vous dites aussi que l'État
est souverain, que cela signifie qu'il peut s'organiser comme il l'entend et que sa volonté prédomine sur celle des individus. Florent Agbemandon. Oui, Marie-Léa, l'État est pleinement libre et l'exercice de son pouvoir est illimité. C'est dans cet ordre d'idées que les auteurs allemands disent que l'État a la compétence de ses compétences. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. Florent Agbemandon, merci. Vous êtes titulaire d'une licence en sciences politiques. Vous êtes auditeur de master de recherche en droit de la personne et démocratie à la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie.